Let's go! Donc c'est parti, VOD, propriété inintellectuelle et bien sûr appropriation culturelle, normanagerie. Point de départ, c'est une sorte de diagnostic du fait qu'au sein de l'université française, certains domaines ont placé le mépris de l'objet de recherche comme une sorte de préalable à l'idée qu'on fait un travail de qualité. Et je pense qu'il en va ainsi. Ça balle direct. Balle direct à tous les universitaires français, à toute l'université, l'institution universitaire française. En gros, dès que ça remet en question certains de vos dogmes et tout, ça coince, ça gêne. Notamment des réflexions qui concernent les questions raciales, les questions décoloniales, c'est-à-dire les questions qui m'intéressent. Mais au sein même de ce périmètre, ces questions, de ces interrogations, certains concepts semblent plus indéfendables que d'autres. Des concepts comme suprématie blanche, des concepts comme non-mixité raciale, comme pouvoir noir, sont des concepts qui sentent le soufre, disons. Mais étonnamment, malgré des allures, disons, nettement moins menaçantes pour notre idéal national de citoyenneté, le concept d'appropriation culturelle fait partie de cela. Si le souci de préserver l'image de marque de certaines entreprises pousse certaines industries comme celle de la mode, celle de la musique populaire à se questionner sur les accusations d'appropriation culturelle dont elles font régulièrement l'objet dans les médias, les milieux intellectuels, les milieux artistiques semblent plus rétifs, plus réticents à prendre ce concept d'appropriation culturelle au sérieux. Et même des interventions qui sont explicitement conçues pour clarifier les termes du débat et pour dissiper les controverses ne me semblent pas prendre cette tâche très à cœur. Je prends pour exemple ça va tirer un chapitre très récent que l'anthropologue Monique Jeudi-Baliani consacre à l'appropriation culturelle dans un ouvrage collectif qui s'intitule Les mots qui fâchent, et qui est un volume qui ambitionne, disons, de désamorcer... On doit bien voir de quand ça date. 2022 2022 Attends. Ça 2022 Ah oui, ok, d'accord, c'est tout récent, mais attends, la conférence, ça date de quand là? Il y a un an, ok, d'accord, ouais, donc oui, c'est vraiment tout récent, ok. Ok, intéressant, vas-y. Continue, je t'en prie. Les querelles sémantiques et les invectives qui encombrent le débat public, notamment en ce qui concerne les sujets qui viennent d'être évoqués, les sujets des coloniaux, raciaux, mais aussi féministes. Race, racialisation, racisme anti-blanc, racisme systémique. Extrêmement polémiques dans l'université actuelle. Racisme, tolérance. Or, ce texte donc, de Monique Jeudi-Baliani pose plusieurs problèmes à mes yeux. Tout d'abord, il attribue l'origine de la notion d'appropriation culturelle à, dit-elle, la littérature académique anglo-saxonne du début des années 1990. Or, comme nous allons bientôt le voir, c'est l'un des objets de cette conférence, c'est une assertion inexacte. Ça ne date pas du début des années 1990, c'est plus ancien que ça. Et ensuite, ce texte donc de Jeudi-Baliani consacre l'essentiel de ses efforts à une explication du caractère multiple, contradictoire, impur qui caractériserait toute culture. Et cette extrême labilité rendrait la culture intrinsèquement inappropriable puisqu'elle n'aurait jamais rien en propre. Sans propre, pas d'appropriation. Ce texte donc de Jeudi-Baliani consacre l'essentiel de ses efforts à une explication du caractère multiple, contradictoire, impur qui caractériserait toute culture. Et cette extrême labilité rendrait la culture intrinsèquement inappropriable puisqu'elle n'aurait jamais rien en propre. Sans propre, pas d'appropriation. Et donc, toute culture serait un tissage de branchements et d'agencements temporaires. Au terme donc de la lecture de Jeudi-Baliani, on n'a rien appris finalement de l'origine de la notion d'appropriation culturelle, pas davantage d'ailleurs qu'on a effleuré les débats théoriques et militants soulevés par son usager pour cause. Le chapitre consacre tous ces elle a dit toutes les cultures sont sales, sauf la mienne. Efforts à redéfinir l'appropriation culturelle comme un pur et simple non-sens, comme une coqueluche, comme une revendication sans objet. Donc c'est quoi? Penser l'appropriation culturelle. Une coqueluche, c'est chez Rabelais, ça veut dire... c'est comme un cercle carré, si vous voulez, c'est-à-dire c'est une chose... La tête de son blaze. C'est un absurde, donc quand on dit une elle aussi, elle a la tête de son blaze. C'était parce que je vois qu'il y a des gens qui disent coqueluche, c'est bizarre. Mais c'est un mot que j'aime bien, parce que c'est assez suranné, et ça veut dire, bah oui, c'est une absurdité, une connerie. C'est est beaucoup plus élégant. Donc, penser l'appropriation culturelle dans ce cadre-là équivaudrait presque à imaginer un cercle carré. Ça leur relèverait de l'absurdité pure et simple. Mais pire encore, car si l'appropriation culturelle est définie comme une contradiction dans les termes, les groupes militants qui s'estiment légitimes à protéger leur culture contre de tels phénomènes ne peuvent être définis que comme nuisibles, comme inconséquents et comme coupables d'errements éthiques dangereux. Jusque-là, je te suis.
Au vu de ces prémices, ce texte donc de l'anthropologue ne pouvait se conclure que sur une pétition de principe iréniste et universaliste. Oh, iréniste, ça veut dire quoi? Iréniste. C'est trop sa princesse, quoi. L'irénisme est une attitude visant à la compréhension mutuelle en se focalisant sur ce qui unit ou rapproche et en minimisant ce qui éloigne ou amène au conflit. Ok, d'accord. Ok. C'est Edoui Plenel quand il parle de Palestine et l'État colon, quoi. Ok, là on a la def, vas-y, on continue. Contre le danger, je la cite, contre le danger de clivage qui fractionne toujours plus l'humanité, ghettoise les minorités et fabrique des entre-soi, l'enjeu devrait être surtout de lutter pour empêcher que s'érigent un peu partout des murs opposant des camps à d'autres. Ouais. Et donc à suivre. En gros, c'est la pensée universaliste, quoi. Faut se rapprocher tous, mais il faut se rapprocher un peu tous quand même de notre modèle, quoi. Faut briser les barrières. Il n'y a pas de conflit. Il n'y a pas de conflit. Ça n'existe pas, le conflit. Le conflit, c'est vous qui le cherchez, c'est vous qui le provoquez. Le conflit n'existe pas. Si vous ouvrez réellement votre cœur, vous verrez la beauté du monde sans conflit. Apaisez vos cœurs. Les activistes qui dénoncent l'appropriation culturelle n'ont aucune idée des enjeux de leur propre combat et ils s'emprisonnent malgré eux dans un ghetto culturel. Il faudrait admettre donc que d'une part, la culture serait un espace intégralement hybride et multiple, mais aussi d'autre part que cette hybridation ne prendrait jamais de forme prédatrice, hiérarchique ou conflictuelle. Ce serait toujours une chose dont on s'accommode et dont on est satisfait. Seule l'intervention revendicatrice des minorités introduirait dans cette culture et de façon indue des oppositions qui sont ici assimilées à des murs. Vous cassez les couilles, hein. Seule l'intervention revendicatrice des minorités... Les minorités, là. Les minorités. Les minorités. Introduirait dans cette culture et de façon indue des oppositions qui sont ici assimilées à des murs. La proposition du sociologue anglo-jamaïcain Stuart Hall, selon laquelle il n'existe pas de culture populaire authentique et autonome échappant au champ de force des relations de pouvoir et de domination culturelle... Attendez, j'ai été coupé, en plus c'est archi important ce qu'ils disent. Stuart Hall, pull up. Jamaïcain Stuart Hall, selon laquelle il n'existe pas de culture populaire authentique et autonome échappant au champ de force des relations de pouvoir et de domination culturelle. En fait, il n'y a rien qui échappe au champ de pouvoir et au champ de domination et tout. Il n'y a rien, aucun domaine, la culture, le sport, la politique, l'économie, ce que vous voulez, vous prenez même les trucs les plus triviaux, comme ils aiment dire, ça échappe pas au pouvoir et à la domination. Très simple, il n'y a rien qui échappe. Tout est en jeu dans ce monde, dans ce bas monde. Cette idée-là me semble nettement plus crédible. En effet, historiquement, les conquêtes territoriales, le colonialisme, les déplacements forcés de population et même la construction des États-nations furent d'importantes modalités d'altération et de créolisation des cultures, qui s'accompagnèrent de domination, de construction de véritables ghettos, pas seulement de ghettos symboliques, et de véritables murs, et qui suscitèrent de véritables luttes. Il ne s'agit donc pas d'affirmer que les interactions culturelles se résument à de tels phénomènes de violence ou de prédation, de domination, mais le rappel de ces quelques modalités devrait suffire à conclure qu'afin d'entreprendre de véritablement penser l'appropriation culturelle, nous ne pouvons commencer ni par dissoudre intellectuellement l'objet du débat, donc en disant que l'appropriation culturelle est un non-sens et qu'elle est sans objet, ni en disqualifiant les acteurs politiques qui prennent cette appropriation culturelle au sérieux. Ils y voient effectivement... Encore une fois, là, c'est là où on voit les jeux de pouvoir, encore une fois. À partir du moment où ça n'intéresse pas, on va dire, la suprématie blanche, le pouvoir, voilà, quoi, vous avez capté, forcément, c'est pas un enjeu pour eux. Et au contraire, l'enjeu, au contraire, puisque c'est toujours des enjeux de pouvoir, comme on l'a vu, comme il l'a dit, comme Stuart Hall l'a répété, comme tout est politisé, comme tout est des enjeux de pouvoir, leur intérêt à eux, c'est de réduire, de minorer tout ce qui va à l'encontre de leur idéologie et tout ça, quoi. Donc, forcément. Et au contraire, c'est plutôt bon signe. Justement, quand tu es une minorité, tu revendiques quelque chose et tu vois que la puissance symbolique, la puissance idéologique te dit que ce que tu fais, ton combat n'a aucune valeur, ne sert à rien, bah c'est là où tu peux te dire ça va dans le bon sens aussi. Après, c'est pas une vérité non plus générale à 3 milliards de pourcents, mais souvent ça donne une petite inclinaison sur si ta lutte est appropriée ou pas, quoi. Effectivement, quelque chose qui leur pose problème, qui fait problème pour elles et pour eux. Je disais donc un petit peu plus tôt qu'on situe généralement l'apparition du concept d'appropriation culturelle dans les années 1990. Or, comme on vient de le voir... Combien
combien constitue généralement l'apparition du concept d'appropriation culturelle dans les années 1990. 1980, oui. Or, En gros, ce serait extrêmement récent, quoi. Ça date d'il y a 30 ans. Ça paraît très jeune, quand même. Ça paraît très très jeune, sachant qu'il y a déjà eu des débats, je pense. Oui, des débats justement sur la musique dans les années 60, 70, sur ces questions-là. Comme on vient de le voir, j'ai souligné que ce n'était pas le cas. Donc, années 90, c'est ce que Jeudi Balini disait. Pour sa part, l'anthropologue brésilien Rodney Williams fait crédit à l'anthropologue allemand Hartmut Lutz, qui est un spécialiste des... La transition est de Rodney Williams. William, d'ailleurs. L'anthropologue allemand Hartmut Lutz, qui est un spécialiste des peuples autochtones du Canada, d'avoir créé ce concept. Mais en réalité, la première occurrence significative de la formule appropriation culturelle précède toutes ces estimations d'une quinzaine d'années. Okay. C'est en effet en 1976 que la formule apparition... ça me paraît quand même archi tard, hein, 1976. Donc ça veut dire qu'avant, il y avait peut-être des débats, mais c'était pas formalisé sous justement la forme d'appropriation culturelle. Ça doit être ça en fait le truc, parce qu'il y a forcément eu des débats, il y a forcément des gens qui se disaient, qui pensaient ces questions, qui l'avaient pas peut-être mis sous ce terme-là, à travers ce concept, mais je pense qu'il y avait déjà des débats sur toutes ces questions, quoi. L'appropriation culturelle apparaît, et elle apparaît sous la plume de l'historien d'art marxiste britannique Kenneth Coates Smith. Dans le cadre d'une discussion du phénomène plus vaste, qui est le phénomène de colonialisme culturel. Dans ce texte, qui s'intitule « Some General Observations on the Problem of Cultural Colonialism », l'auteur s'interroge... C'est bizarre qu'un auteur marxiste, blanc, je suppose, il avait l'air blanc, en même temps je sais pas si c'était sa photo, mais s'interroge sur ces questions, à l'époque, c'est quand même, je sais pas, c'est quand même bizarre. Sur l'identification de la bourgeoisie mercantiliste de la Renaissance, à l'image de la fameuse famille de Médicis, à des figures de l'Antiquité grecque et romaine. Cette revendication d'une histoire, c'est Coates Smith qui écrit, cette revendication d'une histoire a entamé un processus de mystification culturelle dont nous continuons à souffrir, et comme nous le percevons désormais, l'expansion continuelle s'appuyait sur un processus d'appropriation culturelle. Voilà, c'est la première apparition de cette expression. Et donc, aux yeux de Coates Smith... Oui, de quoi il parle quand il parle d'appropriation culturelle? Il parle de l'appropriation culturelle des peuples occidentaux entre eux, ou enfin des peuples occidentaux coloniaux entre eux, ou est-ce qu'il élargit sa pensée et tout? Je serais curieux de le savoir. L'appropriation culturelle équivaut à l'accaparement de la culture au profit des classes régnantes. C'est une écriture de l'histoire et une interprétation des arts qui vise à légitimer la position des tenants actuels du pouvoir. Et donc, en l'espèce, la bourgeoisie émergente de la Renaissance. Ces moments complexes, donc vastes et contradictoires de l'histoire humaine, qui sont ceux de l'Antiquité, ont été réifiés et simplifiés pour servir un récit élaboré par les élites économiques et politiques. En somme, elles disent que les Grecs étaient déjà comme eux, que les Romains étaient déjà comme eux, et que nous se contentent finalement de reproduire cette histoire. Parce que j'ai pas compris ça, moi. L'écriture de l'histoire culturelle et qui s'appuyait sur un processus d'appropriation culturelle. Voilà, c'est la première apparition de cette expression. Et donc, aux yeux de Coates Smith, l'appropriation culturelle équivaut à l'accaparement de la culture au profit des classes régnantes. Okay. C'est une écriture de l'histoire et une interprétation des arts qui vise à légitimer la position des tenants actuels du pouvoir. Et donc, en l'espèce, la bourgeoisie émergente de la Renaissance. Ces moments complexes, donc vastes et contradictoires de l'histoire humaine, qui sont ceux de l'Antiquité, ont été réifiés et simplifiés pour servir un récit élaboré par les élites économiques et politiques. En somme, elles disent que les Grecs étaient déjà comme eux, que les Romains étaient déjà comme eux. Mais là, par exemple, est-ce qu'il, dans son analyse, est-ce qu'il parle, par exemple, du vol de connaissances, de la réappropriation culturelle de connaissances de l'Égypte vers les Grecs, justement, parce que les Grecs ont volé au peuple, notamment kémite, tout ça, en Égypte? Ça, c'est une question. Ou est-ce que... c'est quoi son point de vue, en fait? J'aimerais savoir comment il dispose sa pensée par rapport à ça, de quoi il parle précisément, quoi. Et que nous se contentent finalement de reproduire cette histoire et sont la continuité exacte de cette histoire. Ça a toujours été comme ça, et ça a toujours été très bien comme ça. Okay. Contrairement à de nombreuses représentations communes de ces activités créatrices, les beaux-arts, selon Coates Smith, seraient moins un lieu de créativité et de résistance à l'ordre du monde qu'un lieu d'expression privilégiée du pouvoir. L'appropriation culturelle est l'un des outils de ce pouvoir au sein des domaines de l'art. On représente picturalement, dans les tableaux, le passé à l'image
de ce que sont aujourd'hui les tenants du pouvoir pour montrer que, toujours, ça a eu la même légitimité, qu'il y a une espèce de continuité entre le passé et le présent, que c'est finalement une espèce d'ordre naturel, davantage qu'un ordre historique qui change et se transforme. Là, je vois pas trop le lien avec l'appropriation culturelle, mais plus avec le pouvoir, en fait. L'institution et le pouvoir, et à travers l'art, comment ça se traduit. Et donc, selon l'interprétation de Coutts-Smith, l'entreprise de conquête coloniale du XIXe siècle, qui est contemporaine du romantisme littéraire, se caractérise, je le cite, par la tentative consciente de s'approprier et d'incorporer au sein de la culture européenne toute la diversité des cultures, non seulement du monde entier, mais encore de l'histoire. L'Europe va s'approprier, va se légitimer comme possédant ou ayant accès le fameux universalisme européen, occidental et tout. L'ensemble des cultures du monde et l'ensemble des cultures du passé à la fois. La reproductibilité technique, c'est-à-dire la photographie, le cinéma, mais aussi la mise au musée des œuvres et des artefacts de tous les continents, sont des symptômes de cet embourgeoisement massif de la sphère culturelle qui se produit alors selon Coutts-Smith. Et pour lui, c'est un processus, c'est un moment historique où l'ensemble de la culture connue est appréhendé en termes d'égalité institutionnelle neutre et négative, dissociée de sa fonction, c'est très important, dissociée de sa fonction, dissociée de son... C'est ça, on en parlait la dernière fois avec le DJ Ayokwe, on retire en fait toute la symbolique, et justement pas que la symbolique, l'utilisation, la vraie utilité, la vraie fonction dans la société du DJ Ayokwe, qui était non seulement un outil musical, mais politique, de communication sociale, de liens, qui faisait la transition entre justement les savoir-faire ancestraux, les spiritualités, enfin bref, voilà, tout un ensemble de trucs comme ça, et là c'est ce qu'il est en train d'expliquer, et ça devient un objet de contemplation qui n'a plus aucune utilité, qui n'a plus aucun fondement, et c'est ça c'est là où est toute la douille en fait, tout simplement. Sens, dissocié de son usage humain, dissocié de toute forme de dimension sociale. Autrement dit, cette conjonction historique du capitalisme et du colonialisme... Attendez, je vais remontrer vite fait le DJ Ayokwe. Ayokwe. Là, je l'ai écrit comme de la merde, obligé. Ah! DJ Ayokwe. Bon, je pense que je ne vais pas le trouver tout de suite. On va remettre ça, je vais le chercher de moi-même. Détache les biens culturels des pratiques sociales dont ils proviennent, et des besoins auxquels ils répondent, et des horizons de sens dans lesquels ils s'inscrivent. Ils sont tous également voués à satisfaire l'insatiable curiosité du public bourgeois occidental. Ouais, c'est ça. J'ai retrouvé. En fait, il fallait juste coller les deux. Je l'ai pas fait comme un teubé. Attendez, parce qu'on est sur Wikipédia, mais on va regarder directement les images. Donc c'est ce tambour-là. C'est ce tambour balèze. D'ailleurs, appropriation culturelle, je vais le mettre directement dans... On a créé une nouvelle. On va mettre appropriation culturelle. Un petit slash propriété intellectuelle. Tac, nickel. Et là, on va mettre la petite photo du DJ. Si on veut bien se mettre. Nickel. On va mettre je mettrai la conférence aussi de Norman Ajari. Comme ça, vous l'aurez. On aura toute une trip sur le sujet et tout. Ce sera intéressant. Continue. Dont le goût peut se satisfaire aussi bien d'artefacts antiques excavés par l'archéologie, de masques d'Ogon volés au Mali par les colons, ou de quoi... Je vais mettre ça là. Comme mot. Et je vais mettre... on va mettre un tout petit peu avant. Comme ça, on aura la ref par rapport au DJ Ayokwe et tout ça. Valide, tac. La vidéo, c'est bon, elle s'est ajoutée, on va la mettre juste avant, comme ça on a la ref, et après on aura la symbolique, l'image. Ils sont tous également voués à satisfaire l'insatiable curiosité du public bourgeois occidental, dont le goût peut se satisfaire aussi bien d'artefacts antiques excavés par l'archéologie, de masques d'Ogon volés au Mali par les colons, ou de coiffes indiennes. Il faudrait qu'on fasse aussi une émission sur les Dogons, parce qu'il y a énormément de choses importantes qui sont encore étudiées aujourd'hui, notamment par la science occidentale, on va dire, donc sur l'astronomie, pardon, à chaque fois je confonds. Donc il faudra absolument qu'on voit tout ça. Et d'Amazonie. On va voir tout ça au musée, on peut aller voir tout ça même dans le même musée, et on considère que tout ça finalement a la même fonction, c'est-à-dire nous instruire et nous faire plaisir lorsqu'on les observe, lorsqu'on les regarde. Ces objets ont été coupés de leur fonction sociale. Et il y a une très bonne... La dernière fois, on a fait le react aussi d'une vidéo de Olivier Marbeuf avec Stéphane Martelly, je crois qu'elle s'appelle comme ça, c'est une sociologue haïtienne, artiste et sociologue haïtienne, qui parle aussi de toute la question des musées, du rôle du musée, de la neutralité du musée, qui n'en est pas une en réalité et tout, le blanchiment du musée quelque part. Il parle aussi de Vergès, il fait une petite mention à Vergès, mais c'est très intéressant et tout. Parfois, ils ne sont même pas rappelés par un petit entrefilet ou une petite légende, on se contente de les regarder, de les considérer comme beaux ou comme intéressants. Et dans tous les cas, ce dispositif consacre donc le spectateur, et notamment le spectateur occidental bourgeois, puisque d'abord c'est pour eux que cela est fait, comme un accomplissement de l'histoire, comme celui pour le regard et pour la conscience duquel ces objets existent.
que ce soit en vidant le passé de son sens pour en faire une justification des rapports sociaux actuels, ou en exhibant des objets rituels pillés au loin. L'appropriation culturelle, selon Coutts-Smith, désigne une tendance propre au capitalisme à arracher les objets culturels à leur fonction sociale pour les abandonner à l'appréciation subjective du public, et notamment du public occidental. Et c'est pas que ça, encore une fois. Hein. Comme il le disait tout à l'heure, il y a tous les rapports de pouvoir. Donc il y a aussi une volonté de briser les cohérences qui peuvent exister au sein des sociétés, notamment pendant la colonisation, justement en volant certains artefacts et tout ça. Ça, artefact, c'est l'utilisation, c'est le mot occidental qu'on utiliserait, alors que c'est pas du tout des artefacts en réalité. Donc il y a une volonté vraiment aussi de briser, une volonté de pouvoir, une volonté de, comment dire, diviser pour mieux régner, tout ça, tous ces trucs-là. Et donc, c'est pas simplement une volonté esthétique ou l'affirmation d'un universalisme et tout. Il y a vraiment une volonté aussi de, encore une fois, casser des sociétés, quoi. Du public bourgeois. Tout laisse à penser que Coutts-Smith est le premier à employer l'exact concept d'appropriation. Après, comme c'est Coutts-Smith le premier à utiliser ce concept, peut-être que lui, il l'a pas envisagé dans ces termes-là. Pourtant, il disait que c'était un auteur marxiste, donc ça paraît bizarre qu'il n'ait pas réfléchi aux notions de pouvoir. Mais son interprétation du phénomène s'inscrit dans une philosophie marxiste de l'histoire. Et il lit ces étapes du développement économique. Il lit ce phénomène à toutes les étapes du développement économique, que vont être le mercantilisme, la révolution industrielle et le déploiement de l'impérialisme. Cependant, même s'il invente le concept, des idées similaires ont été formulées au cours des décennies précédentes. Ah, c'est ce qu'on disait, c'est possible peut-être que ce concept, le concept en lui-même, appropriation culturelle, n'existe pas en ces termes-là, mais c'est impossible qu'il n'y ait pas eu des discussions, qu'il n'y ait pas des gens qui aient pensé tous ces phénomènes et tout auparavant, quoi. Non, parfois appuie sur d'autres modèles théoriques. Il en va par exemple ainsi de l'ouvrage Stolen Legacy du philosophe Stolen Legacy, je connais pas du tout. George M. James. Ok. Africain-américain George G.M. James, qui est paru en 1954. Et ce George G.M. James est un spécialiste de la philosophie antique. C'est un professeur de philosophie. Intéressant. Et bon, on va en discuter, je pense, un petit peu après, mais Lewis Gordon aussi, qui est très intéressant sur toutes les questions d'antiquité. C'est un philosophe de base et qui parle justement de l'étymologie, de la sémantique et tout ça, et qui trouve l'essence justement de beaucoup de mots, même auxquels on attribue un passé indo-européen, c'est ça, les langues indo-européennes et tout, alors qu'il y a énormément de mots qui viennent d'Afrique en réalité, beaucoup d'expressions et tout, et on voit justement que ce passage vient à l'époque de l'Antiquité, au moment où les Grecs vont en Égypte et tout ça, et s'emparent justement de beaucoup de connaissances, et bref, bon, il va raconter un petit peu tout ça aussi, mais allez voir Lewis Gordon sur ces sujets. Ouvrage, donc Stolen Legacy, partage avec l'article de Coutts-Smith le diagnostic d'une Europe moderne qui cherche à s'ériger en totalité en s'appropriant les éléments culturels passés et étrangers. Il propose une généalogie du phénomène qui va chercher beaucoup plus loin dans l'histoire. Attendez, en vrai, attendez, 2 petites secondes. Ce que je vais faire là tout de suite maintenant, hop, on va faire une petite capture, comme ça on aura la ref aussi du bail. Ça me permet de montrer aussi l'étendue du pouvoir de Tribu. Tac. Et voilà, c'est rajouté, on a la ref, on continue, pardon. Ouvrage, donc Stolen Legacy, partage avec l'article de Coutts-Smith le diagnostic d'une Europe moderne qui cherche à s'ériger en totalité en s'appropriant les éléments culturels passés et étrangers. Il propose une généalogie du phénomène qui va chercher beaucoup plus loin dans l'histoire, en s'interrogeant même sur les sources égyptiennes de la philosophie grecque, donc qui va chercher plusieurs... Je dis, Lewis Gordon parle aussi beaucoup de ça, et pas que pour la philosophie du coup, pour beaucoup d'autres sujets, pour la sémantique, pour enfin bref, tout un tas de matières. Siècles avant notre ère, plusieurs siècles avant Jésus-Christ. Ce fait n'est pas inconnu, cette influence égyptienne sur la philosophie grecque n'est pas inconnue, puisque les philosophes canoniques eux-mêmes, à l'image de Platon dans ce dialogue qu'est le Phèdre, reconnaissent leur dette intellectuelle à l'égard des Égyptiens. Il parle de la sagesse des Égyptiens, il raconte un mythe égyptien dans le Phèdre, si vous connaissez ce texte. D'ailleurs, en ce moment, on est en train d'écrire un cours là, en ce moment, un autre cours encore, un sujet de Discord au sujet de Hésiope, qui serait un auteur grec pour certains, éthiopien pour d'autres et tout. Et justement, on n'arrive pas à retracer son vrai parcours et tout. Il y a des vraies disjonctions. Certains disent justement que c'est forcément un noir de la façon dont il écrit. Il serait le père, serait le premier à faire des fables, et La Fontaine se serait fortement inspiré de lui et tout. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre un peu d'où ça vient et d'essayer de retracer tout ça, quoi. Mais on en reparlera aussi. Du monde ancien. Cependant, le savoir égyptien n'était pas transmis à la manière des écoles modernes, mais il était transmis à la manière de ce qu'on appelle une mystagogie. Une mystagogie, c'est-à-dire une initiation à des mystères. Ça, c'est archi important, ça, pour la transmission. Le savoir égyptien n'est... Ça, on le garde. On va garder cet extrait. C'est ce que j'ai fait. Voilà. On va garder cet extrait-là. Parce que, d'ailleurs, mystagogie, je ne sais même pas comment ça s'écrit. Alors, mystagogie. Non.
Bête Goji, le bâtard. Initiation au mystère culturel dans les religions, mystère. Ok, voilà. Bon, on va prendre tout ça. On va prendre ça déjà. Tac. Hop. Et on va balancer ça également. Comme ça, on aura la def. The Morse Death. Hop. Ok, nickel. Continue. Du monde ancien. Cependant, le savoir égyptien n'était pas transmis à la manière des écoles modernes, mais il était transmis à la manière de ce qu'on appelle une mystagogie. Une mystagogie, c'est-à-dire une initiation à des mystères. En d'autres termes, acquérir un savoir, c'était s'engager dans un processus complet d'apprentissage secret et de transformation. C'est là où c'est intéressant, je trouve, cette méthodologie, ce mode d'apprentissage. Il y a un côté intéressant, un côté un peu trop élitiste, je trouve. Le côté élitiste, bon, on l'entend puisque c'est réservé à certaines personnes et tout, donc il faut avoir certainement une certaine érudition et tout ça, sélectionner peut-être, je sais pas comment ça se passe et tout ça. Mais donc c'est pas forcément démocratique, mais en même temps c'est intéressant parce que par rapport à tout ce que Bernard Stiegler peut dire justement sur aujourd'hui les transmissions de savoir, on n'a plus l'essence du savoir. On transmet des connaissances, mais on ne sait pas à quoi elles se rapportent, on ne sait pas. Il n'y a plus de pensée collective en fait. On ne pense pas à la philosophie, on ne pense pas à les conséquences de ce qu'on fait, de ce qu'on fabrique, de ce qu'on produit et tout ça. Et là, dans cette pensée qui s'appelle, j'ai déjà oublié, mystagogie, du coup, je pense que ça intègre justement tous ces fondements, donc la philosophie, certainement de la spiritualité, certainement de l'éthique, certainement, en fait, toutes ces choses qui te permettent de concevoir quelque chose, c'est pas forcément concevoir, mais de penser quelque chose en intégrant tous les paramètres et du coup en ne produisant pas, enfin en anticipant les trucs négatifs qui pourraient venir aussi avec ce que tu penses. Et du coup, je pense que tout le monde n'est pas prêt pour entendre certaines connaissances, enfin, pour qu'on leur transmette des connaissances. Ils n'ont peut-être pas justement, encore une fois, la sagesse pour qu'on leur transmette. Du coup, ça évite de transmettre à des teubés ou des gens qui maîtriseraient pas ce qu'ils apprennent. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc c'est peut-être ça. En vrai, je suis en train de me demander là, est-ce que c'est pas ça qui a niqué, qui a fait qu'on vit dans le monde occidental tel qu'il est aujourd'hui, avec des pensées en silo, des pensées des ingénieurs qui ne pensent plus dans chaque discipline, on ne pense plus la globalité, on ne pense plus les autres disciplines et tout ça. Et je pense qu'il y a peut-être un lien à retracer avec cette définition, quoi, ce concept et ce mode de pédagogie, si on peut le dire. Continue. De soi, où chaque pan du savoir était connecté à tous les autres. C'est une initiation comme ce que vous connaissez chez les francs-maçons, par exemple. Les francs-maçons n'ont fait que s'inspirer de ça, de l'école des mystères. Bon, je retire tout ce que j'ai dit. Non, en vrai, c'est intéressant ce qu'il dit. Les francs-maçons sont inspirés. C'est une espèce de parodie, finalement, de ce que ça... Il a dit parodie. De ce que c'était, il y a de ça... Il a dit, vous êtes des falches. Plus de 3000 ou 3500 ans. C'est la mystagogie de Wish. Alors, à l'époque, acquérir un savoir, dans ce cadre de l'école des mystères égyptiens, c'était s'engager dans un processus complet d'apprentissage secret et de transformation de soi, où chaque pan du savoir est connecté à tous les autres. Développement personnel, tout ça. Déjà, à l'époque, ils étaient dans le bail. Trop lourd. C'est-à-dire que la philosophie n'allait pas sans la théologie, n'allait pas sans l'astronomie, n'allait voilà, ça a du sens. Pas sans la mathématique, n'allait pas sans l'architecture. Tout cela était connecté. Il fallait tout apprendre à la fois. Bon après, je vais pas vous mentir, ça devait vraiment être réservé à certaines personnes parce que déjà, connaître un domaine compliqué, et pour connaître tous les domaines, c'est un niveau d'érudition, je vous cache pas qu'on ne sera pas tous élus. Hein. Pouvoir former ensemble une vision du monde complète, un système qui n'était transmis qu'aux initiés. Et de nombreux savants et philosophes grecs ont ainsi été formés en Égypte, à l'image de Pythagore et de Thalès, et d'autres, comme Héraclite, Anaxagore ou Démocrite. Non, on le dit pas souvent là, dans tous les bandeurs là, de civilisation occidentale, civilisation européenne et tout ça là. Ils disent pas où ils ont été formés là, ceux qui ont fondé justement votre civilisation là. Pourquoi cette part du récit du roman, comment on peut appeler ça, du roman européen, du roman international, du roman continental, voilà, le roman continental, pourquoi on raconte pas cette partie-là? C'est étrange quand même. Pourquoi on commence à un certain endroit? Étrange. Pré-platoniciens ou pré-socratiques, c'est-à-dire les philosophes les plus anciens qu'on connaisse, qui furent initiés en Ionie, c'est-à-dire en Asie mineure, je crois que c'est une partie actuelle de la Turquie. Ils ont été initiés en Ionie à des traditions de la sagesse égyptienne qui faisaient autorité entre le 6e et le 5e siècle avant notre ère. Donc, les philosophes grecs les plus anciens que nous connaissons ont cette relation particulière à l'Égypte. Par conséquent, et là je cite James... En gros, leur savoir vient d'Égypte, c'est ça qu'il est en train de dire. Hein. Celui qui propose cette théorie... L'Égypte à l'époque était noire, il faut le rappeler. Et ça, c'est pas des pensées kémites ou des trucs comme ça, ce sont des faits, quoi. Quand l'histoire nous montre que les voisins de l'Égypte étaient tous devenus familiers des mystères égyptiens bien des siècles avant que les Athéniens ne condamnent Socrate à mort en 399 avant Jésus-Christ
Soso. causant la fuite de Platon et d'Aristote, craignant pour leur vie à Athènes, où la philosophie était chose Là, ce qu'il va dire, étrangère ce qu'il va dire, c'est que ça marche lourd. et inconnue. Vous voyez, sa thèse, c'est que la philosophie qu'on dit être la philosophie grecque, si elle a valu à Socrate d'être assassiné, vous connaissez probablement cette histoire, Socrate fut mis à mort sur les chefs d'accusation suivants: corruption de la jeunesse et introduction de nouveaux dieux dans la cité. Socrate, celui qu'on crédite comme étant l'inventeur de la philosophie, a été mis à mort Attendez, je par laisse sa ça. propre cité, Athènes, pour ces deux raisons: introduire des faux dieux et corrompre la jeunesse. Donc ça déjà, bon, c'est archi lourd quand vous pensez conceptuellement au délire. Bon, c'est puissant. Et sachant que la pensée, justement, vient de l'Égypte, bon, c'est encore plus puissant, sachant que lui, il a adapté ça quelques siècles plus tard, quoi. Quelques siècles plus tard. Mais en plus, ce qu'explique Lewis Gordon, justement, c'est que le mot même philosophie, trouve sa racine dans un, je sais plus quelle langue, le Démet, faudrait que je retrouve le nom du langage, parce que je galère à chaque fois, mais trouve justement sa racine dans un langage qui était pratiqué à l'époque en Afrique. Même le mot sur lequel vous basez toute votre pensée et toute votre culture, ne vient pas de chez vous. Donc là, c'est problématique, les gars. À un moment, ce récit européen que vous avez créé là, il s'écroule très très vite quand même. Or, pour James, les Athéniens percevaient l'enseignement de Socrate comme l'exercice d'une influence étrangère. C'est-à-dire Il est pas trop. Cette phrase, elle est trop lourde aussi. L'influence étrangère, ça existait depuis. Aujourd'hui, on entend l'influence étrangère américaine, tac, tac, si, tac, tac, de tel pays, nanana. Déjà à l'époque, il y avait ces mêmes bails-là. Ouais, c'est trop fort, c'est trop fort. On n'a rien créé, hein. L'histoire se répète. d'une influence égyptienne sur les jeunes esprits. Et donc, les Européens, les Grecs, disaient de Socrate, c'était un traître, il exerçait donc la pensée d'une puissance étrangère, et c'est cette pensée qui a servi à créer leur civilisation. Les gars, les gars, les gars, et c'est votre mythe fondateur. Grec. Mais nous sommes encore ici dans le domaine des transferts et des influences culturelles et non dans le domaine de l'appropriation culturelle. Mais là, on va y venir à la manière dont James considère l'appropriation culturelle. Parce que le basculement se situe au moment de la conquête de l'Égypte par Alexandre le Grand au IVe siècle avant notre ère. Au-delà d'une simple prise de Le blond, le fameux blond. possession militaire et politique, Alexandre entendait prendre possession de ce pourquoi l'Égypte était renommée dans tout le monde méditerranéen, je viens d'en parler, c'est son enseignement des sciences et son enseignement de la philosophie. Via L'Égypte la mystagogie. Maintenant, ça rentre. apparaît annexée à l'empire d'Alexandre, mais le plan d'invasion impliquait davantage que l'expansion territoriale, car il rendait possible la capture de la culture du continent africain, explique James. Une telle entreprise n'était pas totalement Est-ce que vous entendez? Est-ce qu'on doit faire un pull-up ou comment ça se passe? J'ai pas le son pull-up, mais on va faire un petit pull-up. territoriale, car il rendait possible la capture de la culture du continent africain, explique James. Une telle entreprise n'était pas totalement originale, puisque lors des invasions, les armées antiques avaient coutume de piller les bibliothèques et les temples afin de prendre possession des livres et des manuscrits, Votre civilisation, là, basée sur le vol, là. lesquels étaient considérés comme de grands trésors. Mais, explique James, Alexandre le Grand a systématisé l'entreprise en mandatant son ancien précepteur, le célèbre philosophe Aristote, qui était le précepteur d'Alexandre le Grand durant sa jeunesse, pour Compétence. garantir l'appropriation et l'enseignement de ce savoir au profit des Grecs, afin de faire du monde grec le nouvel... Donc, si on retrace un petit peu le truc, ils disent à Socrate, t'es un agent de l'extérieur, ton savoir, il est trop chelou et tout, t'as trop de connaissances et tout, tu vas nous détourner du droit chemin. Et donc, Aristote, précepteur de Alejandro, qui lui, Alejandro, va piller les ressources culturelles de l'Égypte parce qu'il s'est dit, ah, quand même, la formation, elle était intéressante quand même, on a appris pas mal de choses, quoi. On a appris pas mal de choses, on a tué Socrate, mais on a peut-être fait une petite erreur, parce qu'il avait de la connaissance, et lui-même, il allait se former là-bas, on va retourner là-bas, et on va essayer de... On va pas essayer, on va voler leur bail, quoi. Voilà, c'est comme ça que l'histoire s'est faite. épicentre de la culture et du savoir. On va tuer des gens au passage et tout, bien sûr. Les philosophes ne s'étonnent plus de trouver dans les œuvres complètes d'Aristote des traités consacrés à la physique, à la métaphysique, à la politique, à la météorologie, au théâtre, aussi bien qu'à la rhétorique, et il y en aurait encore d'autres. Comme si Aristote, le voleur originel. Ce malfrat. un seul penseur avait pu, par la seule force de son génie, acquérir de Ah, il est blanc après, il est grec. Il est européen quelque part. Donc c'est un génie. première main le matériau d'une œuvre aussi polyvalente. Mhm. En réalité, tous ces écrits qui sont tirés de l'enseignement d'Aristote se sont largement nourris des ouvrages égyptiens qu'il aurait absorbés, synthétisés et insérés à l'intérieur de son propre système de pensée. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. Je pense que ça vient de lui, moi.
Je pense que tout vient de lui. Le résultat de cette entreprise, ça n'a pas seulement été la construction florissante des grandes écoles de philosophie grecque que nous connaissons et que nous admirons, mais aussi l'effacement de l'Égypte, puis du continent africain, des rangs des espaces producteurs de connaissances. Toutes ces sources-là n'ont pas seulement été absorbées par Aristote, elles ont aussi été quasiment effacées de l'histoire, à part dans les quelques traces que j'ai mentionnées, c'est-à-dire l'hommage rendu ça et là par... Donc, ouais, le double processus. Le vol, donc appropriation culturelle, vol culturel, parce que là, appropriation, c'est même pas adapté. Appropriation, c'est trop doux, c'est trop gentil pour ce qu'ils ont fait. Donc, vol culturel, et après, effacement de l'histoire, comme d'habitude, voilà, l'Europe, quoi. L'Europe, leurs deux spécificités, quoi. Platon ou par d'autres. À travers les siècles, explique James, les peuples noirs ont été soumis à une politique de mépris, qui explique que le grand récit du miracle grec, qui a fait d'Athènes le berceau de la pensée européenne, n'ait pas davantage été contesté à l'époque moderne. En 1920, dans un essai intitulé Darkwater, le célèbre sociologue africain-américain W.B. Du Bois expliquait que l'Europe s'était construite dans la digestion et l'oubli de ses propres fondations, c'est-à-dire... Après, l'oubli, oui et non, c'est un oubli volontaire, quoi. C'est un oubli, comment on dit ça, c'est une omission. Les civilisations africaines et asiatiques qu'elle allait après entreprendre de coloniser. Finalement, et de manière peut-être inattendue, les analyses proposées par le marxiste Kenneth Smith et l'afrocentriste George James convergent en plusieurs points décisifs. Premièrement, les deux auteurs considèrent que l'appropriation culturelle prend place dans un rapport de force, c'est-à-dire qu'elle définit un acte que le vainqueur fait subir au vaincu, ou que le présent fait subir au passé, mais toujours dans l'objectif... Encore une fois, pour moi, là, le terme appropriation culturelle, bon, je comprends, hein, dans sa globalité et tout, mais là, c'est du vol culturel, c'est pas de l'appropriation. Enfin, tu te l'appropries, mais là, c'est plus violent que ça, justement. Justifier une position dominante. Même un viol culturel, quelque part. La classe, la nation, le groupe dominant est celui qui s'arroge un accès indiscriminé à n'importe quelle production culturelle de l'histoire et peut les assujettir à ses propres besoins. Ensuite... Ça, faut être sacrément démiurgique. En ce moment, j'emploie trop ce mot-là. Faut être sacrément ou dans sa tête pour se dire qu'on a le droit de s'approprier tous les savoirs, toutes les connaissances, sans même respecter la production de cette connaissance, les gens qui ont produit. Vraiment, c'est un rapport au monde qui est... Ça m'étonne pas aujourd'hui qu'on en soit là. Hein. Vraiment, il n'y a rien qui va dans cette civilisation, quoi. Écrivent tous deux la façon dont l'appropriation culturelle commence par détacher les éléments culturels de l'univers social au sein duquel ils faisaient sens. Ça, on l'a dit tout à l'heure. Ainsi, les différentes pièces le Gigi Ayokwe, on a du parlé. système des mystères égyptiens sont détachés de leur signification au sein de leur métaphysique, au sein de la cosmogonie égyptienne, et ils deviennent des choses comme le théorème de Thalès, le théorème de Pythagore, qu'on apprend tout seul, alors qu'auparavant il fallait les apprendre avec tout le reste. Vous pouvez pas c'est intéressant de comprendre pourquoi, de comprendre encore une fois cette pensée si logique, pensée en matière de mathématiques et tout, alors qu'à l'époque il y avait plusieurs disciplines qui venaient, même le mot discipline il n'a pas de sens parce que tout est lié en fait. Ah, mais vous captez le bail, quoi. Le théorème de Thalès sans apprendre en même temps comment faire une pyramide et comment dire quelle est la théologie des dieux égyptiens, etc. Où tous les différents concepts de la philosophie grecque ont subi le même traitement. Ainsi, je crois que c'est Stigler aussi qui parle de ça, il parle de catégorisation. Mais Stigler, il est plutôt, on va dire, bandeur de ce truc-là, il le met plutôt en avant. En gros, il le critique pas. Mais la catégorisation, déjà, et il parle justement de cette époque-là. C'est à peu près à cette époque-là qu'émergent les catégories, la catégorisation et tout. Et c'est là où peut-être que ça devient problématique, en fait. Quand tu commences à séparer des savoirs qui doivent être ensemble, ouais, chaud. Peut-être l'essence même de cette pensée occidentale, quoi. Les bronzes africains, les coiffes ou les autres artefacts rituels amazoniens qui sont convertis en pièces de musée. Ces éléments culturels deviennent des objets dont une civilisation supérieure, militairement et économiquement, peut s'enorgueillir et qu'elle peut contempler. Le refus des musées occidentaux de restituer les artefacts dérobés durant la colonisation de l'Afrique, au prétexte que leur préservation ne serait pas garantie dans les pays du tiers-monde, c'est une idée éloquente quant à la dissolution de leur fonction première. La dissolution. Et encore une fois, par exemple, le Gigi Ayokwe, là, va être rendu, je sais plus s'il a été rendu ou va être rendu, en fait, là, je crois que c'était en 2022 que l'annonce avait été faite, ou un peu après le Covid, mais même quand ces objets sont rendus, donc c'est après un temps de 60 ans, 100 ans, 200 ans, enfin bref, des temps immenses, et donc ça a perdu toute son essence en fait. On leur restitue un objet, mais ça a brisé la communauté, il n'y a plus les liens ont été brisés et tout ça. Faudrait qu'on regarde à la limite. Alors on va regarder ça vite dev. Confisqué en 1916 par l'armée française à la communauté ébriée, le Gigi Ayokwe va pouvoir retrouver sa terre d'origine. Ce tambour ivoirien saisi par la France durant la colonisation est sur le point d'être rendu. Saisi par la France. Une saisie, attendez, on va regarder la définition de saisie parce que une saisie. Pour moi, une saisie, c'est un truc, quelque part, tu dois quelque chose à quelqu'un et du coup, on te le saisit parce que... Alors, une saisie est une procédure par laquelle un créancier demande l'exécution d'une obligation généralement évaluée en argent.
Ouais, les fils de pute. Pardon, hein. Pardon, je m'excuse pas pour le mot que je viens de dire, hein. Donc une saisie, ils ont dit. Ouah, et c'est quoi la chaîne, là? Africa News, en plus. La saisie, ouah. Mais si même Africa News sort des mots comme ça, là, on n'est pas sorti de l'auberge. Continuons. À la Côte d'Ivoire, pour assurer le retour du tambour dans son pays dans de bonnes conditions, des travaux de restauration ont dû être entrepris par le musée du Quai Branly. Merci le musée des... Ah, et vous avez entendu l'argument là. Il disait que l'une des raisons de la non-restitution, c'est qu'ils n'étaient pas en capacité d'entretenir et de préserver leurs artefacts. Et là, on entend quoi? Il faut le réparer parce que bon, il a été abîmé quand même. Alors qu'il a été pas mal atteint par des insectes xylophages, donc creuser des galeries. C'est des Africains aussi. C'est les insectes africains qui sont venus là. Et... Oui, bien sûr. Certainement, et que ça a structurellement fragilisé le tambour. On a consolidé le matériau, le bois lui-même, en l'imprégnant d'une résine véhiculée par un solvant. Donc la résine permet de retrouver une structure un petit peu solide et d'éviter des petits bris sur les bords. C'est des ouf. Parce que comprenez bien que cet objet, en fait, c'était un tambour, c'était une caisse de résonance. Donc les propriétés du bois, il y avait certaines propriétés, forcément, qui produisent un son particulier, et du coup, si tu balances de la résine, mais de toute façon, eux, ils s'en foutent. Pour eux, c'est un objet, c'est un truc que tu répares, c'est un artefact. Vous voyez un peu la folie, en fait. Bon, bref, continuons, vas-y. Bord des galeries, sur les bords des lacunes, et de manière à ce que les vibrations... Et sachant aussi, je sais pas s'ils le disent, je sais pas s'ils vont le dire dans ce documentaire, mais le truc, c'est qu'il y avait tout un savoir-faire aussi. Il y avait des gens qui fabriquaient ces tambours, qui se transmettaient le savoir-faire, et ces gens, forcément, sont morts avec... le fait qu'on leur vole leur production et tout, qu'on les empêche de produire ce type d'objet, quoi. Du coup, ça a cassé l'héritage par rapport à tout ça. Et du coup, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui sait fabriquer ces trucs. Dans les cosmogonies africaines et tout, on sait très bien que les trucs ne vont pas durer éternellement, mais il y a un héritage, et du coup, les gens se transmettent un savoir-faire, et il y a des gens qui refont, du coup, par la suite. Mais si vous enlevez à la fois l'objet et les gens qui savent le faire, vous empêchez les gens qui savent le faire de pratiquer leur art, forcément, il n'y a plus ça. Et aujourd'hui, si vous renvoyez ça en Afrique, il n'y a personne qui saura même le réparer ou en refaire d'autres. Personne aujourd'hui ne peut en reproduire parce que le niveau de complexité que ça demande, c'était un vrai savoir-faire. Et ce savoir-faire a été complètement rompu avec toute la colonisation et tous les procédés qui ont été mis en place. Et vous voyez un peu toute la rhétorique, c'est même plus malsaine, c'est ouf en fait, à quel point il n'y a rien qui va. Bref, on continue. N'abîme pas plus le tambour. Cet objet traditionnel, réclamé de longue date par Abidjan, constitue une pièce centrale de l'art musical des Ébriers, ethnie de Côte d'Ivoire. Alors, l'art musical, là aussi, c'est pas juste un art musical, encore une fois, il y a toute une spiritualité, une cosmogonie qui vient derrière. C'est pas juste un instrument de musique, là aussi, ça sera trop compliqué à leur expliquer. Mais là, ça me fait chier parce que c'est Africa News. Je me dis, bref. Nommé tambour parleur, l'objet mesure quelques 3 mètres de long pour 430 kilos. Cet instrument en bois aux propriétés symboliques et mystiques est le premier d'une liste de 140... Symbolique et mystique. Ouais, mais vas-y, Africa News, c'est France 24 ou c'est quoi le truc? 48 œuvres, dont la Côte d'Ivoire a officiellement demandé la restitution à la France. Le tambour permettait de transmettre des messages. Alors, une spécialiste ivoirienne peut-être? On l'écoute? Jusqu'à 30 km à la ronde, à des villages donc voisins du village d'Adjamé où il était situé, et qui étaient donc interprétés par ceux qui les entendaient par le son, puisqu'il s'agit d'une langue, la langue ébriée, une langue tonale. Une cérémonie pour fêter la libération de ce tambour cher aux Ivoiriens avait eu lieu au Quai Branly. Cette perte, elle a été psychologiquement extrêmement importante, ressentie comme effectivement une perte d'identité, une perte de liberté. Et retrouver le tambour, c'est retrouver son identité et sa liberté. L'arrivée du Gigi Ayo. Oui, mais encore une fois, c'est pas aussi simple que ça, on l'a expliqué. C'est après un temps qui est tellement ouf qu'il y a tellement de choses qui ont été brisées entre-temps. Après, le retour, déjà, je crois que ça a réuni une communauté qui ne s'était plus réunie depuis un certain moment. Mais vous captez un peu encore une fois, la symbolique, elle est puissante, hein, et le retour, en vrai, c'est important. Mais tout ce qui s'est passé entre-temps, ça se retrouve pas, quoi. Au musée des civilisations à Abidjan ne pourra cependant être acté qu'après le vote au Parlement français d'une loi permettant son retour officiel, à l'image de la restitution de pièces historiques au Bénin, approuvée par les parlementaires en décembre 2020. Ok, merci, on reprend. De la fonction première qu'ont subi ces objets. Ils ne sont désormais plus envisageables autrement que comme des pièces de musée, et on ne tolère plus qu'ils puissent participer d'un autre système de valeurs ou de signification qui ne conserverait pas leur préservation comme un bien intrinsèque. Ils ont été fixés dans cette forme de valeur qui est cette valeur de pièce muséale. On a vu. Pour autant, l'appropriation culturelle ne se présente jamais ainsi, elle ne se présente jamais comme telle. Aux yeux du groupe accusé d'appropriation, il n'y a jamais eu d'appropriation parce qu'il n'y a jamais eu d'extériorité. L'appropriation culturelle est présentée
comme absurde ou comme impossible. En fait, cela, c'est la conséquence d'une vision du monde où toutes les pratiques culturelles, toutes les œuvres sont librement offertes à n'importe quel usage. Et il est vrai qu'un tel monde, de plus en plus, tend à devenir le nôtre. Mais Coates-Smith indique que tel n'a pas toujours été le cas et que notre propension à tenir l'usage originel d'un objet ou d'une pratique pour insignifiant et à juger notre satisfaction esthétique ou nos propres désirs comme plus légitimes que l'histoire sont propres à une vision du monde intrinsèque au capitalisme, produit de la civilisation européenne. Après, est-ce que c'est intrinsèque au capitalisme ? Si déjà à l'époque ça existait, après ça dépend de ce qu'ils donnent comme date pour le capitalisme, pour le coup. C'est le capitalisme avec la révolution industrielle et tout, on a vu que ça venait bien avant ça, quoi, en fait. Le célèbre intellectuel français Roland Barthes avait assimilé cette tournure d'esprit à un humanisme C'est lui qui a inspiré Simpson, tout ça. bourgeois, dont la caractéristique est de relativiser les différences au profit d'un universalisme qui dissimule les conflits sociaux, les hiérarchies raciales et les rapports de force. Attendez, ouais, je racontais ma connerie et du coup je vais pas écouter. Vas-y. Avait assimilé cette tournure d'esprit à un humanisme bourgeois dont la caractéristique est de relativiser les différences au profit d'un En universalisme. fait, c'est pas un humanisme bourgeois, c'est juste un humanisme occidental, quoi. C'est pas bourgeois. Je vois pas pourquoi bourgeois ça vient changer le truc. Qu'il soit bourgeois ou pas, c'est la question de l'humanisme, la problématique. Qui dissimule les conflits sociaux, les hiérarchies raciales et les rapports de force. Je cite Roland Barthes. Ce mythe de la condition humaine repose sur une très vieille mystification qui consiste toujours à placer la nature au fond de l'histoire. Tout humanisme classique postule qu'en grattant un peu l'histoire des hommes, la relativité de leur institution ou la diversité superficielle de leur peau, entre parenthèses, mais pourquoi ne pas demander aux parents d'émettent-ils ce jeune nègre assassiné par des blancs, ce qu'ils pensent eux de la grande famille des hommes, fin de parenthèse, on arrive très vite au tuf profond d'une nature humaine universelle. Donc en grattant un petit peu à la surface des différences superficielles, on arriverait à une nature humaine universelle, ce qui rend évidemment possible de faire n'importe quoi. Oui, ça, en gros, là, ce qu'il est en train de dire, c'est que quand ça les arrange, c'est l'universalisme et tout. Quand il s'agit de s'approprier des savoirs, de voler, de violer, de tout ce que vous voulez, c'est universel, mais seulement dans ce sens-là, quoi. Avec n'importe quel élément de culture. Oui, en gros, ça dit que peu importe votre couleur de peau, peu importe d'où vous venez, il y a une vérité universelle, et du coup, nous, on peut y accéder, quoi. Du coup, vu qu'il y a une vérité universelle, nous, on est le plus à même, en plus, d'y accéder, parce qu'on a le plus de savoir, on a le plus de... C'est nous qui avons le... Ouais, on est dans le progrès, quoi, quelque part. On est au-dessus de vous, et quelque part, on peut y accéder. On se doit d'y accéder. Humaine universelle. Le tuf profond, c'est l'endroit où on ne peut plus creuser quand on creuse un trou, quand on arrive à un rocher trop dur pour creuser. Et on l'a vu, il y a une différence ontologique entre la pensée européenne, occidentale, tout ce que vous voulez, et d'autres pensées qui ont existé dans le monde à travers les époques, les siècles, ce que vous voulez, les millénaires. Donc, en l'absence de différences significatives, l'histoire des traditions culturelles est mise entre parenthèses, et toutes les formes d'appropriation, à ce moment-là, deviennent possibles. Il n'y a plus de différence, on peut faire ce qu'on veut avec n'importe quoi. Et notion contemporaine d'hybridité culturelle, de multiplicité, de pluralité interne à toute culture, sont certaines traductions contemporaines possibles de ce règne de l'indifférenciation et de la transaction. C'est un statu quo qui ouvre la porte à ce qu'on pourrait qualifier, en détournant un concept de David Harvey, qui est un géographe marxiste lui aussi, détournant le concept de David Harvey, qui est un concept d'accumulation par dépossession, on pourrait parler d'universalisation par dépossession. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on... Là, en gros, c'est eux qui s'universalisent. Eux, ils universalisent comment dire, la masse, la quantité de choses qu'ils amassent, justement. C'est ça l'universalisme pour eux, c'est tout posséder, et forcément en dépossédant les autres, quoi. Mais l'universalisme, c'est eux, en fait. C'est ça le truc, c'est là où c'est fort. Qu'il y avait une nature humaine absolument indifférente, eh bien, il est possible de déposséder ces les représentants de l'universalisme, c'est les dépositaires de leur propre culture, en considérant... Dépositaire, il est archi lourd ce mot, parce que dépositaire, c'est là où tu déposes, non? Attendez, on va faire un peu d'étymologie. Dépositaire. Personne à qui on confie un dépôt, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Mais c'est exactement ça, c'est le terme adéquat. Putain, trop chaud. Il peut en être légitimement le possesseur. Bien sûr, je ne dis pas le contraire. Les anthropologues, la tradition des cultural studies ont raison lorsqu'ils affirment qu'il n'existe aucune pureté culturelle et que toutes les pratiques culturelles sont toujours travaillées par quelques rencontres, quelques altérations, quelques extériorités. Mais ça ne signifie pas que ces cultures seraient simplement dépourvues de tout contenu, de toute intégrité. Et cette intégrité n'est pas propre ou intrinsèque à telle ou telle culture, mais propre aux pratiques des groupes qui les font vivre.
Et à cet égard, je pense qu'une culture pourrait se définir à travers ce que le regretté philosophe Bruno Latour, qui est disparu il y a 1 ou 2 semaines, ce qu'il qualifiait d'attachement. Les attachements, ce sont toutes ces idées, ces pratiques, ces visions du monde que nous aimons, dans lesquelles nous nous reconnaissons et qui importent pour nous. C'est la foi d'une personne religieuse, c'est une identité politique, c'est une certaine interprétation du passé. Ça ne signifie pas que ces choses... Là, la notion d'attachement, elle est importante en fait. Il dit que les mélanges culturels ont toujours eu lieu, il y a toujours eu des échanges, il y a toujours eu des trucs comme ça. Ce qui fait la différence entre un vol, un viol ou culturel, une appropriation culturelle, vous l'appelez comme vous voulez, et un vrai échange culturel, c'est en gros l'amour que tu vas mettre dans la transmission culturelle, c'est penser la chose dans sa globalité, pas juste en extraire ce que tu as envie d'en extraire ou tout ça, c'est vraiment la penser, la prendre dans sa globalité, quoi. Et l'aimer dans sa globalité. Considérées comme extérieures à l'histoire, qu'elles sont considérées comme incréées, mais que ce sont des choses auxquelles nous sommes attachés. Et ça signifie que nous sommes également attachés à leur signification. C'est une idée que j'ai reprise dans mon premier livre, qui s'intitulait « La dignité ou la mort », pour évoquer les traditions intellectuelles et artistiques noires. Et j'ai parlé de leur historicité profonde. Il ne s'agit pas d'un pan de la culture dont on croirait superstitieusement qu'elle n'est pas historiquement construite, bien sûr que tout est historiquement construit, mais c'est aussi une part de nous-mêmes, une part de notre culture dont, en toute conscience, nous refusons la déconstruction. Nous ne disons pas que ce n'est pas construit, mais nous disons que nous aimons trop cette chose pour la voir être déconstruite. Et c'est une attitude qui est propre à la conscience d'être héritée, dans le cas des Noirs sur lequel j'ai travaillé, et d'être héritée d'une culture endommagée, d'une culture qui était tenue pour inférieure, mais qui refuse de lâcher la proie pour l'ombre. La tradition radicale noire. Partisan résolu de cette idée d'une spécificité culturelle panafricaine, l'intellectuel et activiste sud-africain Steve Biko décrit la culture noire comme suit. Il dit « c'est une culture de défi, d'affirmation de soi, ainsi que de fierté collective et de solidarité. C'est une culture qui émane des circonstances, d'une expérience commune de l'oppression. » De la même manière qu'elle se manifeste aujourd'hui dans notre musique et nos habits, elle s'étendra à d'autres aspects. C'est la nouvelle culture noire moderne à laquelle nous avons grandement contribué. Voilà, c'est pas un truc qui date de l'époque précoloniale, c'est pas un truc qui date de l'éternité, qui a toujours été comme ça. C'est la culture noire moderne, elle est propre à certaines conditions historiques, et ici, aux conditions historiques de l'apartheid, du colonialisme. Mais c'est pas pour autant qu'on considère qu'on n'y est pas attaché. Selon l'anthropologue haïtien Jean Price Mars, le folklore qu'il écrit avec un tiret... Le lore du folk. Et lore, puisque c'est un terme saxon ancien qui signifie le savoir du peuple. Le lore, c'est le savoir du peuple, comme les gens qui aiment les jeux vidéo ou les trucs comme ça savent que le lore, c'est l'histoire profonde d'un univers imaginaire, mais ça peut être aussi l'histoire profonde d'un univers qui n'est pas nécessairement très imaginaire. Et le folk, c'est le peuple. C'est en allemand, en anglais, ce sont des mots assez fréquents. Donc le folklore, c'est-à-dire le savoir du peuple, est constitué d'un fond de tradition orale, de légendes, de contes, de chansons, de devinettes, de coutumes, d'observations, de cérémonies, de croyances qui lui sont propres, et que la société s'est assimilée de façon à leur donner son empreinte personnelle. Et ces formes de culture, pour Biko comme pour Price Mars, ne sont pas figées. Il s'agit d'une création collective permanente qui prend tout son sens dans cet être collectif. Sa raison d'être est précisément de mettre ces individus, qui dans le cas africain, d'Afrique du Sud, dans le cas haïtien, sont des individus dépréciés qui ont besoin de cette médiation pour être mis en présence des uns des autres, pour avoir un langage commun. Je suis pas sûr d'avoir bien capté là ce qu'il vient de dire, mais en gros c'est ce qu'on expliquait. Enfin, c'est juste là pour résumer vite fait. Encore une fois, il y a des variations, il y a des interconnexions, il y a des évolutions. Le truc n'est pas figé comme il l'a dit, et c'est la notion de respect même qui rentre dans le truc en fait. Respecter l'historicité de ceux qui t'inspirent ou ceux que tu essaies d'adopter. Vous voyez, en fait, c'est aussi simple que ça, quoi. Ça parle de respect, quoi. Malgré les points saillants que j'ai révélés précédemment entre l'analyse marxiste et l'analyse afrocentriste, la perspective noire apporte cependant une nuance au concept d'appropriation culturelle que Coates Smith élabore à partir de l'accaparement de la culture antique par les élites de la Renaissance. En effet, dans l'expérience noire, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, l'Égypte et tout ça, l'appropriation par la Grèce. L'appropriation culturelle, c'est souvent doublé du dédain des groupes dont la culture est appropriée. C'est pour ça que moi, encore une fois, je n'appelle pas ça... Il y a non seulement le dédain, mais il y a aussi la façon d'acquérir le savoir pour moi. La façon d'acquérir, la façon de conquérir, je sais pas, là, conquérir c'est peut-être plus le terme adapté. Là, pour moi, c'est pour ça que je dis que c'est un vol, un viol, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est pas une appropriation. Appropriation, c'est doux. Appropriation, quelque part, tu t'inspires, tu l'as fait tienne, tienne. Enfin, après, le processus est critiquable. Mais là, c'est même pas ça, en fait. Ça va au-delà de ça, en fait. Là, c'est vraiment un viol culturel. Et en plus, par la suite,
viol culturel, appropriation culturelle, et en plus, effacement culturel. Donc là, il y a les 3 étapes. Pour moi, conceptualise, là, je fais des bails. On dirait un philosophe blanc. C'est très grave. Le désir pour tel élément culturel noir coexiste avec une déshumanisation, une dégradation des Noirs en tant que groupe. C'est pourquoi l'anthropologue brésilien Rodney Williams résume les choses dans ces termes. L'appropriation culturelle reflète une structure raciste qui empêche l'accès et la visibilité des groupes infériorisés, encourage la mise sous silence ou l'effacement de leurs manifestations culturelles, en dévalorisant et en vidant le sens des éléments importants de leur tradition, et enfin, plus gravement encore, compromet l'existence et la vie des groupes sociaux minoritaires. Bon, c'est une définition. Bon, c'est puissant, hein, c'est lourd. C'est très très lourd. En vrai, si t'as compris ça, t'as compris pourquoi l'Afrique en est là où elle en est aujourd'hui et pourquoi l'Occident en est là où il est, quoi. Il y a une phrase qui est intéressante là-dessus. C'est pas pour montrer la lâcheté de l'Afrique, c'est pour montrer la cruauté, la folie de l'Occident, quoi. Ça symbolise vraiment ça, quoi. Une définition très ramassée, mais je n'ai pas vraiment le temps de la discuter. Je la livre et maintenant je vais m'acheminer vers ma conclusion. Et en revenant au texte par lequel j'avais commencé, le texte que j'avais critiqué, celui de Monique Balini, dans lequel elle écrit également la chose suivante. Dans ces termes, l'expression appropriation culturelle assimile une culture à une propriété dont les membres détiendraient des droits exclusifs sur les éléments refusés en libre accès aux étrangers. Et je crois que ce faisant, en disant ça, elle commet une erreur d'analyse qui est une erreur conceptuelle. C'est-à-dire qu'elle prête erronément, ce qu'on fait souvent, aux critiques de l'appropriation culturelle, la velléité de transformer les cultures en propriété. Or, c'est précisément l'entrée des éléments culturels dans les champs de la transaction, de l'accumulation ou de la consommation qui les change en propriété. En d'autres termes, c'est le libre accès que revendique Balini, puisqu'elle dit que... Libre accès, en gros, là, il faut l'entendre comme le libre-échange, quoi. C'est un peu ça, c'est le libre-échange de la culture. Je trouve que le parallèle est assez bon. Le fameux libre-échange, qui n'est pas un libre-échange du tout, hein. C'est purement commercial, c'est purement des relations, encore une fois, de pouvoir aussi. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre, de ce qu'on entend dans le libre-échange, là, le libre, il n'y a rien de libre du tout, c'est des relations de pouvoir, c'est les pays du Nord, les pays développés, qui imposent aux pays du Sud leurs contrats, leurs prix, leurs contraintes, enfin bref, tout ça, quoi. Encore une fois, le libre-échange, et là c'est pareil, pour moi c'est un libre-échange culturel. Norman aurait validé ça. Critique de l'appropriation culturelle refuse le libre accès aux éléments culturels. C'est cette idée de libre accès même qui a transformé ces éléments culturels en biens appropriables. Ce n'est pas leur usage au sein d'une culture particulière qui l'a fait. Pour le dire autrement, on pourrait recourir... C'est pour ça, libre accès, là, je comprends ce qu'il veut dire par rapport à ce qu'elle dit, mais là, c'est même pas du libre accès. Là, c'est un viol, faut utiliser les termes. Là, c'est du viol, c'est un viol, ouais, je sais pas, je vois pas d'autres mots, quoi. Au langage de l'économie numérique, dans laquelle il existe la distinction entre, d'une part, les biens rivaux, et de l'autre, les biens non rivaux. Les biens rivaux, ce sont des biens qui ne peuvent pas être possédés simultanément par un grand nombre d'usagers, et par conséquent, dont on doit se priver pour pouvoir les vendre sur le marché. Par exemple, il me serait impossible de vous vendre mon ordinateur et de le conserver. Si vous me vendez votre voiture, par définition, elle ne sera plus la vôtre. Au contraire, des biens non rivaux peuvent être détenus simultanément par une infinité d'usagers. Nous pouvons tous regarder simultanément le même film sur Netflix ou le même film sur HBO Max. C'est un bien non rival. Un coach en développement personnel peut vous vendre son livre sous forme de fichier PDF, il peut le vendre à une infinité de clients sans jamais être en rupture de stock. Moi, à partir du moment où tu le définis comme bien, bah déjà, comme il le disait avant, c'est déjà que tu es dans la logique de marché quelque part. Tu es dans une logique d'appropriation ou de pas appropriation, ou de diffusion ou pas diffusion, une logique de libre-échange quelque part. Soit un bien rival ou un bien pas rival, en gros, déjà tu t'inscris dans ça. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à... Vas-y, on continue. Bon. Le PDF se duplique. Et c'est comment dire, il en va ainsi du partage des connaissances depuis l'invention du langage en réalité. L'enseignant ne se prive pas de son propre savoir en le partageant, mais au contraire, il le démultiplie. C'est là où je suis pas forcément d'accord en fait. On l'a vu justement dans le concept mystagogie. Dans le concept de mystagogie, justement, il n'y a pas cette notion de libre-échange des biens. Il y a justement un verrou, un sas, qui est nécessaire et qui permet de ne pas concevoir la connaissance, le savoir, ce que vous voulez, comme un objet de transaction. Mais en même temps, ça empêche, comme on le disait tout à l'heure, une forme de démocratisation du savoir. Donc c'est compliqué. Et on pourrait dire que l'appropriation culturelle consiste fondamentalement à transformer des biens non rivaux que les cultures traditionnelles ne définissent de toute façon pas comme des marchandises, en biens rivaux, c'est-à-dire en produits profitables dont les véritables créateurs sont exclus des bénéfices. Et à cet égard, je crois que l'usage de l'expression d'appropriation culturelle pour définir un certain nombre de choses
Par exemple, pour définir, c'est l'exemple en plus qu'on prend le plus souvent, une personne blanche qui s'affublerait de dreadlocks ou d'autres éléments ethniques, c'est un usage abusif. Je pense que c'est certainement maladroit ou de mauvais goût. Oui, c'est un peu comme la phrase de, je crois que c'est Stockley Carmichael, en gros, si t'es raciste, on s'en fout, mais par contre, si t'as le pouvoir d'être raciste, là où ça devient dangereux, et c'est là que je vais m'opposer à toi. Là, c'est pareil, si un blanc se met des locks, on s'en fout, quoi, tu vois. Par contre, si tu dis cette culture nous appartient et tout, ou tu te réappropries cette culture pour en faire un commerce ou un truc comme ça, comme avec le surf, ce qu'ils ont fait avec le surf, là, ça devient problématique. Oh putain, l'exemple du surf, il est parfait, putain, ce React est une masterclass, frérot. Quand on est blanc, mais enfin, ça ne prive personne de la jouissance de sa propre culture. Ce n'est pas une appropriation au sens strict. Pour qu'il y ait appropriation, il faut priver quelqu'un de quelque chose. En revanche, les usages commerciaux de parties musicales, de tissus, de motifs par les industries culturelles et l'industrie de la mode tendent, je pense, à entrer dans cette catégorie, puisqu'elles impliquent une forme de profit et elles impliquent un produit qui va être considéré comme un produit de créateur. En général, cette question de l'appropriation culturelle, je pense, soulève de nombreuses questions intéressantes, qui sont les questions sur le pouvoir, sur le marché, sur les limites du pouvoir et les limites du marché. En effet, il me semble que s'opposer à l'appropriation culturelle, ce n'est pas étendre l'empire du copyright, ce n'est pas étendre l'empire de la propriété, mais au contraire soustraire certaines pratiques au domaine du marché et de la consommation, en les associant étroitement à des pratiques collectives qui certes sont finies et non universelles, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas en bénéficier, et certainement pas instantanément, mais qui sont... C'est très important ce qu'il dit là, très très intéressant, très important. C'est vraiment une logique, là c'est un décalage de pensée par rapport même aux logiciels libres, des trucs comme ça, quoi. Même les logiciels libres restent justement dans cette pensée, on le disait tout à l'heure, mercantile quelque part, puisqu'il y a une volonté, c'est un bien diffusable. Donc là, ça s'inscrit encore une fois dans un autre paradigme, dans une autre ontologie, ce qu'il est en train de dire. C'est là où c'est intéressant. Dans l'écrasante majorité des cas, sont centrés sur le partage et sur le commun, et qui, si on leur laissait le temps, pourraient se démultiplier, se partager, mais cela ne peut pas se faire sous la forme d'une prise de force et d'un chantage à l'universalité et au libre accès. Ce sont des choses qui sont en accès, mais qui ne sont pas en libre accès, qui exigent une relation de type humain, une relation... Là, c'est très intéressant. La relation de type humain. C'est pas juste un échange de... Par exemple, tu vas sur Thingiverse où tu échanges d'un fichier, en fait. Tout le monde peut aller prendre un fichier, télécharger un fichier, prendre le truc, comme il y a des sites où tu peux accéder, je sais pas, à des vidéos, des audios en libre accès et tout. C'est du libre. Mais il n'y a pas la composante, par exemple, la personne qui a créé le truc, elle t'explique pourquoi elle a créé le truc, dans quelle intention, avec quelle finalité et tout, qu'elle puisse te transmettre un truc. Et c'est pour ça que nous, on a fait Tribu, notamment. C'est pour partager des trucs dans une communauté, on explique le processus. Et après, c'est pas une fin en soi, hein, parce qu'il y a beaucoup de défauts, il y a beaucoup de trucs qui vont pas, mais ça rejoint un petit peu cette logique. On développe ça en communauté, avec une volonté bien précise. On développe pas pour développer. Il y a une pensée, il y a une réflexion, il y a toute une réflexion justement sur la globalité du développement et tout ça. Et après, ça nous permet de, peut-être par la suite, pouvoir échanger avec d'autres personnes et pouvoir peut-être même commercialiser ou vendre ou développer, ou que d'autres personnes s'approprient justement le projet. Mais en tout cas, dans un premier temps, il y a cet échange d'humains, il y a cette volonté de construire ensemble, il y a cette volonté de maîtriser un objet par nous-mêmes, et après seulement, on peut essayer de diffuser un savoir, mais via aussi des échanges humains et tout. Et ça fait une grosse différence, quoi. C'est vrai que même le logiciel libre, quelque part, n'inclut pas cette pensée. C'est pour ça que ça reste une pensée occidentale, même si elle est très bien comparée aux logiciels propriétaires ou des trucs comme ça, elle n'inclut pas non plus ces petites subtilités qui font la différence. De type, affectif, et donc, pour utiliser enfin cette formule de Latour en guise d'hommage, qui exige une forme d'attachement. Voilà, et j'en terminerai là-dessus. Très très intéressant, encore une fois. Ces genres de vidéos qui passent comme ça à la trappe et tout, elles sont pas forcément très sexy, mais le contenu est archi intéressant, donc c'est pour ça qu'il est nécessaire de les voir.